Je m'appelle Julien Gagnon. Mon nom est Vincent Gagnon. Je suis un jumeau identique. Je suis un jumeau identique. C'est moi le plus beau des deux. Et c'est moi le plus beau. Depuis toujours, on s'intéresse à ce qui nous unit. Mais aussi à ce qui nous différencie. En voyage. Un voyage dans le sud, dont... Ah, moi, je peux pas dire c'est qui. Non, moi non plus. Oh, Jeunes, on se ressemblait vraiment beaucoup. C'est moi ou toi, là? Ça, toi, tu penses que c'est toi? non, je sais pas de toi. Je sais pas. Moi, j'ai aucune idée. Ça intriguait les gens qu'on rencontrait. Tellement qu'on a même été invité à l'émission de Christiane Charette pour parler de notre expo-science. Notre exposition se portait sur est-ce qu'on était identique ou pas identique. On avait fait mouler nos dents qui étaient apparemment interchangeables. On avait fait prendre nos empreintes à la police aussi. Le but, c'était de voir les similarités et les différences entre les jumeaux. Là, on a trouvé une différence qui était les empreintes digitales. Et puis, on avait fait comparer nos profils génétiques. La technologie était à ses débuts à l'époque. Ils n'étaient pas capables de nous distinguer. En 1996, quand on a fait les tests de génétique, ça indiquait qu'on était génétiquement identiques. Mais aujourd'hui, en identité judiciaire, est-ce qu'ils sont capables de nous différencier? Pour le savoir, on est allé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec rencontrer le biologiste Nicolas Tremblay. C'est ici les robots. Nicolas nous a fait un prélèvement pour analyser notre ADN avec les technologies disponibles au laboratoire. Habituellement, ils vont analyser des endroits du génome dont la longueur et la séquence varient beaucoup entre les personnes. Plus on regarde d'endroits, plus la probabilité que deux personnes aient le même profil est faible. En regardant 15 régions, par exemple, on parle d'une chance sur 160 000 milliards. Mais des jumeaux identiques vont avoir des séquences identiques. Donc, pour les distinguer, il faut utiliser des techniques plus poussées. Puis on parle de faire du séquençage de votre génome en entier et à très haute résolution. Puis quand on pense au code génétique, c'est environ 3 milliards de bases, donc 6 milliards parce qu'on est double brin, qu'on doit aller lire une centaine de fois à tous les endroits. Et là, on pourrait réussir à trouver de petites différences dans votre ADN qui sont survenues quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Premièrement, je vous présente un invité spécial. C'est un objet pédagogique. C'est mon frère jumeau. Bonjour, mon nom c'est Vincent Gagnon. On en parle dans nos cours au cégep. Il y a différentes sortes de jumeaux identiques. Donc, différents types de jumeaux. La séparation du zygote peut se produire très tôt ou très tard. Plus ils se sont séparés rapidement après la fécondation, plus les jumeaux vont pouvoir accumuler des différences génétiques pendant leur développement. Est-ce que j'ai le toutou bleu ou le toutou vert? Ceux qui pensent que c'est le toutou bleu, levez votre main. Ceux qui pensent que c'est le toutou vert, levez votre main. Et on n'a aucune idée. Mais on parle de quelques mutations différentes sur des milliards. Une petite aiguille dans une grosse botte de foin. Sans surprise, les résultats du laboratoire ont montré qu'on est bel et bien des jumeaux identiques. Ici, chaque pic correspond à une région de notre ADN. À gauche, c'est moi, Vincent, et à droite, Julien. Les pics ont tous la même hauteur parce que les régions ont la même longueur. La blanche, c'est Bob. Mais, même si moi et mon frère, on se ressemble beaucoup, on n'a pas la même vie. Black Panther. Moi, j'ai 3 enfants et des poules. Et moi, j'ai 2 postdocs. Ça doit bien finir par faire une différence. On va regarder si t'es capable de débarrer mon téléphone de frère. On va voir si la biométrie fonctionne. Santé! La reconnaissance faciale s'est vraiment raffinée ces dernières années. Mon téléphone me reconnaît, avec ou sans mes lunettes, avec une nouvelle coupe de cheveux et même avec un masque. Alors, est-ce qu'il peut me confondre avec mon frère? Est-ce que t'es capable de débarrer mon téléphone? Bon, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'il me reconnaît? Non, il me demande ton PIN. Et puis moi, ça marche-tu? Ah oui, ça fonctionne très bien. Le téléphone sait qu'on n'est pas la même personne. Ouais. Ton téléphone, ton iPhone peut reconnaître des jumeaux un de l'autre. Si notre génome est quasiment pareil, mais qu'on est quand même assez différent pour que le téléphone nous reconnaisse, c'est peut-être à cause de ce qu'on appelle l'épigénétique. Notre ADN est principalement identique là, en général, mais l'épigénétique, c'est épi, mais ça veut dire au-dessus de la génétique, au-dessus de l'ADN. Puis ça peut varier. Ça nous a donné le goût de faire une autre sorte de test.
Il y a quelques compagnies aux États-Unis qui vendent des tests. Ça semble intéressant, celui-là. Des tests commerciaux proposent d'analyser notre épigénome pour déterminer notre âge biologique. Ils te donnent, c'est quoi leur profil? Aging rate. On a commandé des tests pour vérifier si nos corps vieillissent à la même vitesse. et les résultats sont étonnants. On a reçu les résultats de nos tests épigénétiques et ça nous a un peu surpris. Hey, le frère, moi j'ai 43,3 ans. Moi, j'ai 40,5 ans. On n'a pas le même âge. On n'a pas la même âge. C'est étrange. Pourquoi que notre épigénétique est différent? Pour savoir qu'est-ce qui se passe, on va aller voir Serge McGrath de l'hôpital Sainte-Justine, spécialiste. En épigénétique. On va aller le voir. Ouais. Donc, on a fait un test d'épigénétique pour voir notre âge. C'est quoi l'épigénétique? L'épigénétique, ça va réprimer, par exemple, l'expression des gènes. Donc, dans notre génome, on a des milliers de gènes. Donc, certains gènes doivent être allumés, donc exprimés. Certains gènes doivent être éteints, donc réprimés. Toutes nos cellules, ils ont tous la même ADN. Ce qui différencie une cellule du cerveau d'une cellule de la peau, c'est les modifications épigénétiques qui permettent d'exprimer certains gènes ou de réprimer d'autres gènes. Le gros des modifications épigénétiques vont se mettre vraiment très tôt dans le développement. Après ça, mais on va toujours avoir dans la spécification des cellules et dans le vieillissement des cellules, donc on va avoir des marques qui vont s'ajouter ou qui vont s'enlever. Certaines de ces modifications-là vont évoluer de manière prévisible dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'horloge épigénétique. Mais d'autres sont influencées par notre environnement ou nos habitudes de vie. Lorsque vous étiez encore au stade fœtal, vous aviez un épigénome qui était très, très, très similaire parce que votre ADN est la même, vous étiez dans le même environnement, vous partagiez les mêmes nutriments. Et souvent, ça commence à diverger lorsque vous êtes partis, par exemple, en appartement séparément. Et souvent, parce que là, vous êtes partis dans différentes villes, vous avez mangé différentes choses, vous faisiez plus les mêmes sports, il y a eu des abus, il y a eu des excès, peu importe. Donc, à partir de là, c'est là qu'on a une divergence. Les jumeaux sont très importants en science pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est génétique puis qu'est-ce qui est dû à l'environnement. Tout à fait. Puis là, on va aller voir une équipe de recherche que ça fait 30 ans qui étudie des jumeaux au Québec. Donc, une grosse cohorte de jumeaux qui ont été recrutés depuis 30 ans. Puis, ils regardent l'influence de l'acquis puis de l'inné. On va aller voir ça. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vincent Gagnon. Anaëlle. Julien Gagnon. Enchantée. Donc, vous allez, avec moi, participer à une étude de jumeaux aujourd'hui. L'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec suit plusieurs centaines de jumeaux nés entre 1995 et 1998. Il y a ce haut-parleur ici. Tout ce temps-là, ils ont recueilli régulièrement des données pour étudier leur développement social, cognitif, affectif et aussi leur génétique. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Vous pouvez commencer. J'ai eu droit à des électrodes pour mesurer ma respiration, mon rythme cardiaque Fâché, apeuré. et des mises en situation. Oui, comme ça ici. De prendre connaissance de votre... Une caméra m'observait, un logiciel lisait même les émotions sur mon visage. Un baccalauréat. Tout ça pour voir comment je réagis au stress. Mais pourquoi? On a rencontré deux chercheurs responsables de l'étude des jumeaux nouveau-nés, Michel Boivin et Isabelle Ouellette-Morin. Pourquoi utiliser des jumeaux pour des études scientifiques? Les jumeaux, c'est un peu un modèle idéal pour comprendre le développement dans toutes ses coutures. Imaginez deux enfants nés dans la même famille au même moment. Bon, on sait que les jumeaux viennent, si on va au plus simple, sous deux formes. Il y a des jumeaux identiques, dont vous êtes. Oui, des tout à fait. jumeaux qui partagent 100 de leur bagage génétique. Et des jumeaux qu'on dit fraternels, non identiques. Donc, cette différence sur le plan de la similitude génétique, bien, ça nous donne un accès au rôle des facteurs génétiques dans le développement. Vous allez pouvoir l'attacher. Inquiétez-vous pas, moi aussi je me suis soumis au test. L'idée des études de jumeaux, en gros, c'est de comparer des paires de jumeaux identiques qui partagent 100 de leur génome à des jumeaux non identiques qui ont seulement 50 de leur génome en commun. C'est des personnes identiques ou non identiques, mais qui sont nées
en même temps, qui sont dans le même environnement. On parle des environnements, c'est non seulement l'environnement familial, mais ils sont aussi nés en même temps, dans le même environnement, souvent la même école, dans le même quartier, dans le même contexte socioculturel aussi, ce qui peut amener parfois des différences dans d'autres cohortes qui ne sont pas des cohortes fraternelles. Si les jumeaux identiques ont plus tendance à partager les mêmes traits que les jumeaux non identiques, on va conclure que ces traits-là sont surtout influencés par la génétique. À l'inverse, si les jumeaux identiques et non identiques ont des traits différents, on peut voir que c'est l'environnement qui est responsable. Super sauce à pizza. Parmi les conclusions apportées par l'étude, elle a montré que la réponse biologique au stress était plus similaire chez les jumeaux identiques que non identiques. Il y a donc une composante génétique, mais aussi influencée par l'environnement. C'était une des premières fois qu'une étude de jumeaux arrivait à documenter ces influences-là, parce qu'avant, l'a priori, c'était que l'hormone de stress était en grande partie attribuable, au plan des différences individuelles, à l'environnement. Zozo! En fait, il semble que la génétique joue un rôle dans tout. Mais plus on étudie les jumeaux, plus on découvre que c'est pas mal plus nuancé que ça. À l'époque où j'ai étudié, c'était à l'époque du behaviorisme triomphant où on pensait qu'effectivement, l'environnement était responsable du développement de la personnalité. Il y a plusieurs théories qui ont été fondées là-dessus. Et donc, maintenant, je pense qu'on est à une époque plus de réconciliation entre la biologie et l'environnement. Et le modèle de jumeaux les analyses de jumeaux permettent de faire ça parce qu'il y a de la place pour les différents aspects. Donc, l'idée de mettre en opposition l'inné et l'acquis, c'est maintenant un faux débat qui nous anime. C'est un mix entre les deux. C'est un mix entre les deux. L'environnement va venir influencer l'expression génétique, mais aussi, en même temps, notre patrimoine génétique va influencer les choix qu'on fait, donc les environnements auxquels on pourrait être exposé. Et ça, en grande partie aux jumeaux qu'on connaît ça. Moi, j'aimerais ça que vous me disiez, premièrement, comment vous avez trouvé ça, votre expérience? Oui, c'est toute une expérience. Ce qui est intéressant de voir l'arrière-scène, comment une émission de découverte a été faite, et de voir comment on peut aller interviewer des chercheurs et avoir des informations. Oui, ils étaient tous très contents de vous recevoir. Oui, tout le monde était content de venir répondre à nos questions, de venir nous parler. Autant que l'équipe de découverte nous a accueillis que les chercheurs qu'on a rencontrés. C'était une expérience très positive. On s'est souvent posé plusieurs questions et maintenant on peut dire allez écouter l'émission découverte. Il y a plusieurs réponses qui sont là. Et avec nous, justement, duplex depuis Montréal, Gaëlle Lucia Berdou. Vous êtes journaliste à Radio-Canada. Avec nous également, plateau, Sandrine Chalet. Vous êtes psychologue, systémicienne et spécialiste de la gémilité. Merci, mesdames, d'être avec nous. Première question à vous, Gaëlle Lucia Berdou. Ce sont en fait Julien et Vincent Gagnon qui vous ont approché. Ils sont tous les deux biologistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter les tenants et les aboutissants de ce reportage, pas tout à fait comme les autres? Oui, c'est vrai. En fait, c'est Julien Gagnon qui nous a d'abord contactés. Pour la petite histoire, il n'en avait pas parlé à son frère avant de le faire. Donc, j'ai parlé à Julien et à Vincent pour la première fois, alors que Vincent découvrait que son frère avait proposé qu'il se porte volontaire pour un reportage sur les jumeaux identiques. En fait, la démarche de Julien, c'était de revenir un petit peu sur ce qu'ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes, à l'adolescence, dans une expo science. Alors ici, les expos sciences, c'est très populaire. Ce sont des concours scientifiques qu'on fait à l'école, à tous âges, au primaire, au secondaire, où les élèves vont présenter une recherche, une expérience ou un exercice de vulgarisation. Donc, ils avaient fait ça à l'adolescence. Ils s'étaient utilisés comme sujet. Ils avaient fait des différentes démarches pour essayer d'évaluer justement comment la science pouvait les distinguer à l'époque. Ils avaient envie de revenir là-dessus aujourd'hui. Ils sont tous les deux devenus professeurs, enseignants de biologie, donc ils ont un intérêt aussi pour la transmission de la connaissance, pour la vulgarisation, donc ça les intéressait de faire cette démarche-là.
Et puis, ils savent bien que le public est toujours très curieux encore aujourd'hui des jumeaux en général. Donc, ils voyaient là un intérêt et on l'a vu aussi, bien sûr. Et ça a été une démarche aussi intéressante pour nous. On s'est dit, bien, pourquoi ne pas faire 2 nos animateurs d'un jour, si on veut, pour la durée de ce reportage. Donc, ils ont découvert un peu les codes de la télévision, etc. Et nous, ça nous a permis, bien sûr, d'enrichir le contenu et d'avoir des participants très volontaires à ce reportage-là. Et je pense que les téléspectateurs ont apprécié. J'espère que les vôtres l'apprécieront aussi. Bien sûr. Sandrine Challet, il y a de plus en plus de jumeaux, en fait, dans le monde. Un exemple en France, les naissances de jumeaux ont presque doublé depuis 40 ans. Toujours en France, depuis le début des années 1970, le taux de gémellité a bondi de près de 80%. Comment expliquez-vous cette hausse? Et puis, est-ce que c'est le cas vraiment partout dans le monde? Alors, c'est une hausse qui s'explique principalement pour ce qu'on appelle les jumeaux dizygotes, donc les faux jumeaux, qui est expliqué principalement par tout ce qui est procréation médicalement assistée. C'est vraiment ça qui fait la différence entre aujourd'hui ce bond qu'on voit au niveau des grossesses gémellaires. Mais ce n'est pas le cas pour ce qu'on appelle les vrais jumeaux, c'est-à-dire les monozygotes. Et c'est le cas un peu partout dans le monde. La France n'est pas du tout une exception. Absolument pas. En tout cas, partout où on a une recrudescence de demande de procréation médicalement assistée. Gaëlle Lucia Berdou, en fait, ce qui est fascinant, c'est que les jumeaux monozygotes sont finalement des clones naturels. Et pourtant, ce qu'on constate dans votre reportage, ils se différencient au fil de leur existence. Comment est-ce possible d'être si différents si les gènes sont les mêmes? Bien, la réponse simple, c'est que c'est la vie qui les distingue. En fait, ils ont effectivement le même code génétique, le même génome, dans sa quasi-totalité. Mais ce qui change, c'est leurs expériences, c'est ce qu'ils ont vécu et ça va influencer à la fois leur biologie et leur personnalité. Et on s'intéresse aussi dans le reportage à ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, effectivement, ils ont le même code génétique, mais l'épigénétique, c'est ce qui va influencer un peu l'expression des gènes. Et ça, c'est en partie influencé par notre environnement ou nos habitudes de vie. Beaucoup de ces modifications-là vont se produire au tout début, dans les premières étapes du développement, donc même dans l'utérus de leur mère. Donc, les influences vont être très similaires pour les deux. C'est sans doute ce qui explique qu'ils aient été si identiques dans les premières années de leur vie, à tel point qu'eux-mêmes sont incapables de se reconnaître l'un ou l'autre sur des photos de leur petite enfance. Alors qu'aujourd'hui, même moi, j'arrivais facilement à les distinguer, y compris à la voix, par exemple, en réécoutant les bandes de nos tournages. Je savais quand Julien ou quand Vincent parlait, on le voit dans le reportage, leurs téléphones sont capables de les distinguer, donc la reconnaissance faciale fonctionne. Donc clairement, la vie, ce qu'ils ont vécu, les choix qu'ils ont faits à travers leur existence, les ont façonnés et c'est d'autant plus vrai à partir du moment où ils ont vécu séparément. On va revenir vers vous. Sandrine Challet, il y a des sociétés où la gémellité, elle est vénérée, par exemple au Bénin. Pour d'autres, dans d'autres sociétés, en revanche, c'est vécu comme une sorte de malédiction. Ça illustre en fait le côté extraordinaire des jumeaux. Effectivement, et c'est souvent lié à 2 facteurs. Un qui est lié aux croyances, de manière générale, qu'on peut avoir, et à l'ordre social. Il y a une combinaison entre ces 2 facteurs-là qui fait qu'on va soit plutôt les vénérer, les voir comme des dieux. Même les femmes qui les portent sont vues aussi comme étant choisies potentiellement pour cette particularité. Ou alors, au contraire, c'est vu comme étant plutôt source de malédiction, associée au règne animal, à de l'adultère avec des esprits malins ou des choses comme ça. Et donc, les enfants vont avoir un parcours de vie différent en fonction de ces 2 traits-là, les croyances et l'ordre social, culturel dans lequel ils vont grandir et naître. On évoque souvent des phénomènes de télépathie entre les jumeaux. C'est un mythe ou c'est une réalité? C'est un mythe. C'est un mythe. Les perceptions extrasensorielles sont déjà très, très discutées en fait, en psychologie et parapsychologie au niveau scientifique.
et encore plus en ce qui concerne en fait les jumeaux, c'est vrai que leur proximité dans leur développement, hein, ils ont tout vécu ensemble depuis le stade fœtal, fait qu'ils ont une proximité un petit peu plus proche que la plupart des gens. Ouais. Justement, vous qui êtes spécialiste de la gémellité, vous recevez, vous écoutez, vous recueillez la parole de beaucoup de jumeaux. C'est difficile d'être jumeau monozygote ou d'être faux jumeau? Ou au contraire, c'est un immense avantage parce qu'en fait, vous avez quelqu'un à vos côtés qui partage beaucoup de choses, avec qui vous avez beaucoup de choses en commun? Alors, moi, je dois quand même dire que c'est assez biaisé parce que s'ils viennent me voir, c'est qu'en règle générale, ils ont quelques difficultés liées à leur gémellité. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire une généralité sur est-ce que c'est difficile ou pas difficile. Je pense que ça dépend effectivement de comment l'environnement va accueillir ça aussi, comment est-ce qu'on va les conduire dans le cadre de leur éducation, comment on va jouer ou pas autour de cette gémellité, autour de ces mythes, comment eux aussi vont être perçus au niveau de la société. En règle générale, c'est quand même assez bien perçu ici en Europe. Les gens sont assez fascinés, assez curieux. Donc en tout cas, de la part de l'environnement, c'est assez positif. Gaëlle Lucia Berdou, vous qui avez côtoyé Julien et Vincent Gagnon, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné en termes de personnalité, de complicité? Ils se voient souvent? Ils peuvent rester 24 heures sans se voir? Oui, absolument. Ils se voient un peu comme n'importe quelle fratrie, c'est-à-dire quand ils peuvent. Ils habitent à une centaine de kilomètres l'un de l'autre. Julien, on le voit dans le reportage, 3 enfants, une maison centenaire, un travail prenant. Donc, ils sont tous les deux très occupés aussi par toutes sortes de choses, la vie, quoi. Mais ils arrivent à se voir et puis ils restent quand même très proches dans la mesure où je pense qu'ils vous diraient qu'ils n'ont pas besoin de s'appeler tant que ça, mais ils le font quand même. Et ils finissent encore l'un et l'autre la phrase de chacun. Donc, c'est ce qui est étonnant, si on veut, peut-être, c'est de voir à quel point cette complicité-là, qui a été énorme, vraisemblablement, jusqu'à ce qu'ils partent chacun de leur côté pour faire leurs études, etc., est encore très, très présente, malgré les années, malgré la distance, malgré la vie qui les a amenés dans des chemins différents. Sandrine Challet, autrefois, on habillait les jumeaux de la même manière. Parfois, aujourd'hui, ça a changé. Hein, parfois même, on les met dans des classes différentes. Bref, l'éducation des frères jumeaux et des sœurs jumelles a beaucoup changé. C'est important, justement, d'avoir ce souci de faire grandir des enfants jumeaux dans l'altérité, dans la différenciation. Les différentes études, en tout cas en psychologie du développement, montrent que de créer effectivement cette individualité, elle est importante. Ou au contraire, si effectivement on laisse ces couples gémellaires, comme on le dit, dans une totale fusion, ils risquent d'avoir en fait des problématiques lorsqu'il y a des crises au niveau du stade de développement, comme ça, déjà vers 3 ans, mais particulièrement à l'adolescence, mais ça peut être aussi au début du jeune âge adulte. Qu'on a des crises assez fortes qui ne sont pas irrémédiables. Hein. Mais effectivement, tout ce qui est psychologie de l'enfant, psychologie du développement indique et préconise de plutôt les différencier, de faire attention aux prénoms notamment, les mettre dans des classes différentes ou pas, ça dépend. Je pense qu'il faut aussi en revenir à une certaine forme d'observation de nos enfants. Si on voit que nos enfants grandissent bien dans une certaine forme de fusion pendant un certain temps, puis après ils montrent des signes qu'ils ont envie de se distancer, ok, on peut les accompagner là-dedans. Mais il ne faut pas casser la fusion à tout prix. C'est ça, exact. Ce n'est pas une obligation de se dire, oh mon Dieu, dès qu'ils arrivent à l'école, il faut absolument les séparer. Non, ils peuvent très bien vivre en fait leur gémellité sans qu'on ait un mode d'emploi à appliquer, comme quoi il faudrait faire comme ci ou comme ça. Gaëlle Lucia Berdou, dans l'intégralité de votre reportage, on voit que Julien et Vincent Gagnon, donc les 2 frères jumeaux, ont subi des tests en laboratoire, mais aussi des tests commerciaux. Et la conclusion, c'est que les tests commerciaux sont amusants à faire, mais quand même, ils n'ont pas vraiment de valeur scientifique. C'est une bonne conclusion? Oui, je pense que oui, parce que ce sont des tests épigénétiques qui tablent sur ce qu'on appelle l'horloge épigénétique. Donc, on sait que l'épigénétique varie au cours de l'existence. Il y a des changements qui se produisent dans le corps qui sont à peu près constants chez les uns et chez les autres. Et ces variations-là sont mesurables, elles sont connues. Et les chercheurs aujourd'hui arrivent, en regardant différentes régions du génome, à dire à peu près l'âge de quelqu'un, avec assez de certitude. Alors, ces entreprises proposent de vous faire passer des tests comme un test salivaire, un peu comme un test ADN, c'est la même chose, de les envoyer par la poste et de vous dire votre âge biologique.
Évidemment, ce qu'elle vous suggère, c'est de le faire plus d'une fois et entre les deux, d'essayer de faire réduire votre âge biologique en changeant vos habitudes de vie, votre alimentation, en faisant plus d'exercice. Or, est-ce que faire ça, ça a un véritable impact permanent au-delà de l'amélioration de votre santé à court terme sur votre âge biologique? Ça, c'est pas très bien établi. Et surtout, le nombre de régions qui sont observées dans votre épigénome par ces entreprises, c'est une dizaine environ, alors que les chercheurs vous diront que pour établir l'âge de quelqu'un, il nous en faut quelques centaines probablement. Donc, on est assez loin du compte. C'est pour ça que le chercheur qu'on voit dans le reportage nous avait dit, vous savez, au lieu d'investir dans ces tests-là, achetez-vous un miroir et une balance et vous saurez si les habitudes de vie que vous avez choisi d'avoir ont amélioré votre état physique et éventuellement votre âge biologique. Gaëlle Lucia Berdou, merci d'avoir été avec nous pendant ce numéro d'Objectif Monde, l'hebdo. Merci également à vous, Sandrine Challet, de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur TV5 Monde Plus et sur le site internet de la RTS. On se retrouve la semaine prochaine.